Et voici Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian, aujourd'hui 2x15 d'Anthony March. La voix de l'opératrice retentit dans les haut-parleurs de l'hôpital. Les visites sont terminées, les visites sont terminées. Vous êtes priés de quitter les lieux. Petit à petit, les visiteurs commencent à sortir des salles pour converger vers le poste des infirmières et la sortie toute proche. Le dernier visiteur parti, Madame Bradley, l'infirmière-chef, retourna s'asseoir à son bureau pour continuer son travail d'écriture. Quand soudain, un bruit de pas provenant de l'une des chambres privées lui fit lever la tête. C'était M. Martin Spaulding, le neveu de M. Randolph Thompson, hospitalisé au 331. « Madame Bradley, mon oncle voudrait une carafe d'eau fraîche. Pouvez-vous faire le nécessaire, je vous prie ?»« Oui, Monsieur Spaulding. Jenny, voulez-vous apporter une carafe d'eau à la chambre 331, s'il vous plaît ?» M. Spaulding ne daigna partir que lorsqu'il vit l'infirmière, Jenny, sortir de l'office la carafe à la main. Il ne la remercia même pas. Lorsque Jenny revint, Madame Bradley lui demanda de commencer à prendre les températures en débutant par les malades du couloir de droite. Entre-temps, les autres membres de l'équipe de nuit s'étaient regroupés en attendant de recevoir leurs instructions. Puis Madame Bradley répondit aux questions de chacun et poussa un soupir de soulagement lorsqu'enfin elle se retrouva seule dans son bureau. Son répit fut de courte durée. Jenny arrivait en courant, l'air affolé. « Madame Bradley, je crois que M. Thompson est mort. Demandez au docteur Coran de venir tout de suite, Jenny. » Madame Bradley courut vers la chambre 331. M. Thompson avait basculé d'un côté du lit, mais la partie inférieure de son corps était encore maintenue sous les couvertures. Il avait les traits déformés, la peau de son visage et de ses mains était livide. Hélas, l'état de M. Thompson ne faisait aucun doute. Il était mort. La porte s'ouvrit sur le docteur Coran, qui se précipita vers le lit, sortit son stéthoscope, dégagea la poitrine de son patient et écouta au niveau du cœur. « Croyez-vous qu'il s'agisse d'une crise cardiaque, docteur ?» « Très peu probable, Madame Bradley. Je n'ai relevé aucune anomalie lors de ma dernière visite. L'électrocardiogramme était tout à fait normal. L'opération s'est très bien passée. Il n'y avait aucune raison que M. Thompson meure 4 jours plus tard. » « Et une congestion cérébrale, docteur ?» « Pas plus de motif pour ça, Madame Bradley. Bien trop jeune, il avait 52 ans à peine. Quand est-il mort ?» « Il n'y a pas très longtemps, docteur. Il était toujours en vie lorsque son neveu est parti après la fin des visites. » « Qui est la dernière personne à l'avoir vu vivant, Madame Bradley ?»« Ce doit être Jenny Marcus, docteur, l'une de nos aides-soignantes. »« Faites-la venir, je vous prie. » Le docteur Coran ouvrit le tiroir de la table de chevet et se mit à fouiller à l'intérieur. Il en sortit un petit flacon rempli de capsules jaunes et étouffa un juron en lisant l'étiquette. Madame Bradley et Jenny entrèrent dans la chambre. « Mademoiselle Marcus, vous êtes la dernière personne à avoir vu M. Thompson vivant. Quand cela s'est-il passé ?» « En allant prendre la température de M. Campbell, docteur. J'ai vu M. Thompson assis dans son lit. Quand j'ai eu terminé avec M. Campbell et que j'ai voulu donner le thermomètre à M. Thompson, il était mort et c'est là que j'ai prévenu Mme Bradley. » Le docteur Coran saisit le flacon de gélule. « L'une d'entre vous peut-elle me dire comment ceci est arrivé là ?» Les deux femmes secouèrent la tête. « C'est un flacon de gélule tonique Thompson que fabrique précisément M. Thompson. Il voulait que je les lui prescrive pour l'aider à récupérer après l'opération. Je suppose qu'il a appelé son neveu et lui a demandé de lui en apporter malgré mon interdiction. Ce n'est qu'un mélange vitaminé bon marché, un de plus. » Le docteur Coran continua à fouiller dans le tiroir. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça, c'était une petite fiole en verre à demi remplie d'une poudre blanche détrempée, formée en grumeaux. Ayant enlevé le bouchon, le docteur Coran huma le contenu de la fiole. « Mais
C'est du cyanure, Dieu me donne. Je crains, mesdames, qu'on ait affaire à un suicide. À moins qu'on l'y ait aidé. Le lieutenant de police Pacino allait, semble-t-il, avoir fort à faire pour découvrir la vérité. Meurtre ou suicide? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Le lieutenant de police Pacino arriva immédiatement et, dès les présentations terminées, commença ses interrogatoires par son ami, le docteur Coran. Si j'ai bien compris, docteur, il s'agit de M. Thompson de la société Thomson Tonic, et le cyanure pourrait provenir de son propre laboratoire. Madame Bradley, quand avez-vous vu M. Thompson en vie pour la dernière fois? Il était environ 18h30, lieutenant, juste avant l'heure des visites. Et quelqu'un est venu le voir? Oui, lieutenant, son neveu, M. Spaulding. Dites-moi, Madame Bradley, quel genre d'homme est ce M. Spaulding? Eh bien, ici, on ne l'aime pas beaucoup, lieutenant, voyez-vous. Il est assez désagréable, toujours, à faire l'important. Tenez, ce soir, par exemple, il aurait dû partir à 20h, à la fin des visites, comme tout le monde. Mais il faut toujours qu'il abuse, et il est resté 10 minutes de plus. Vous en êtes certaine, Madame Bradley? Oui, lieutenant. Il est venu à mon bureau à 20h10 et m'a demandé de faire porter de l'eau fraîche à son oncle. Il est resté planté là, jusqu'à ce que je dise à Mademoiselle Marcus de le faire. Et à quelle heure M. Thompson est-il mort, Madame Bradley? Jenny Marcus m'a appelé vers 20h45, lieutenant. Mademoiselle Marcus, à quelle heure avez-vous vu M. Thompson en vie pour la dernière fois? Oh, ça ne pouvait pas être plus de quelques minutes avant sa mort, lieutenant. Je suis passé devant sa porte en allant chez M. Campbell. Et à ce moment-là, il vivait encore. Quand je suis revenu pour prendre sa température, il était mort. On pourrait dire que c'est typique du cyanure, n'est-ce pas, docteur Coran? Tout à fait, lieutenant, tout à fait typique du cyanure. S'il vous plaît, allons faire un tour jusqu'à la chambre. Voulez-vous? Je suppose que rien n'y a été touché. Le docteur Coran ouvrit la porte de la chambre et tous se rassemblèrent autour du lit. J'ai eu l'occasion de constater des empoisonnements au cyanure auparavant, docteur, et je crois pouvoir dire que nous sommes en présence d'un tel cas. Le médecin légiste, d'ailleurs, confirmera vraisemblablement. Le lieutenant Pacino souleva le bouchon de la carafe d'eau. Je suppose que c'est la carafe que vous avez apportée, mademoiselle Marcus? Oui, lieutenant. Elle me semble pleine. Il ne s'en est donc pas servi pour avaler le poison. Alors comment a-t-il fait? Restait-il de l'eau dans le verre de M. Thompson, mademoiselle Marcus? Je n'ai pas fait attention, lieutenant. Je suis désolé. Le lieutenant Pacino se pencha pour sentir le verre. Je ne retrouve pas l'odeur du cyanure. Ça n'a donc pas été dissous là-dedans. Il a déposé la poudre sur sa langue et la faire glisser avec une gorgée d'eau. Mais ce poison est si rapide que parfois la personne n'a même pas le temps de reposer son verre. En fait, qui est le parent le plus proche de M. Thompson? Son neveu, M. Spaulding. Et que fait-il dans la vie, ce M. Spaulding? Eh bien, il travaille avec son oncle, lieutenant. Il faudrait le prévenir, docteur. Bien, si je découvre quoi que ce soit, je vous tiendrai au courant. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, docteur. Le lendemain, le lieutenant Pacino se rendit au laboratoire Thomson Tonic. Il n'eut aucune peine à trouver l'aile réservée au bureau. La première porte qu'il atteignit portait le nom de Randolph Thompson. Sur le panneau de verre dépoli de la suivante était inscrit le nom de Martin Spaulding. Il frappa et M. Spaulding ouvrit la porte. « On m'a prévenu de votre arrivée, lieutenant. Asseyez-vous, je vous prie. Que puis-je faire pour vous ?» Eh bien, c'est au sujet de votre oncle, bien sûr, M. Spaulding. J'aurais aimé vous poser quelques questions. Comme vous le savez, le docteur Coran pense que M. Thompson s'est suicidé au cyanure. Est-ce que ça vous a surpris? Pour être honnête, lieutenant, pas du tout.
Mon oncle agissait bizarrement ces derniers temps. En fait, depuis 1 an ou 2. Bizarrement. Pourriez-vous être plus explicite, monsieur Spaulding? Eh bien, en son temps, oncle Randolph a été un excellent homme d'affaires. Cette entreprise, voyez-vous, il l'a bâtie à partir de rien et c'est devenu immense et très important. Et tout à coup, lui est venue cette idée de mission qu'il devait accomplir. Il a créé un bureau de recherche. Il voulait trouver un nouveau produit miracle, le baume qui, d'un seul coup, d'un seul, soulagerait notre pauvre humanité de tous ses maux. Alors je vous le demande, quand un homme se met à avoir des idées pareilles, on ne peut pas dire qu'il soit exactement... Hein? Monsieur Spaulding, je suppose que maintenant c'est vous qui allez reprendre l'affaire. Alors là, sans problème, lieutenant. J'ai moi aussi quelques idées, voyez-vous. Tenez, regardez. Martin Spaulding se pencha, prit 2 flacons sur une étagère et les déposa devant Pacino. Voici notre produit, lieutenant. Les gélules toniques Thomson. Comme vous le voyez, nous les fournissons en 2 modèles, voyez-vous. Alors d'abord, la taille numéro 1 pour les enfants. Ça aide les petits corps à devenir grands. Et ensuite, la taille numéro 2, c'est pour les adultes, qui rendent encore plus forts les hommes forts. Maintenant, lieutenant, que manque-t-il, hein? Et nos petites dames, alors? Eh bien, il manque la taille intermédiaire, lieutenant. Voilà plus d'1 an que j'essayais d'intéresser mon oncle à ce projet. Mais non, il était obnubilé par sa mission de fichu produit miracle, alors qu'il avait sous son nez le produit miracle. Vous avez des enfants, lieutenant? Non, monsieur Spaulding, juste un petit beau-frère. Eh bien, tenez, prenez ces 2 flacons, un pour votre petit beau-frère et l'autre pour vous, et revenez au printemps, lieutenant. Il y aura un autre pour votre épouse. Monsieur Spaulding, je suppose que c'est vous qui avez apporté les gélules à monsieur Thomson à l'hôpital. Oui, mon oncle avait besoin d'un remontant après l'opération. Que pouvait-il trouver de mieux que les gélules toniques Thomson? Je vous le demande. Mais son ami, le docteur Coran, les avait interdites, monsieur Spaulding. En ce qui concerne les fortifiants, lieutenant, le vieux docteur Coran a encore beaucoup à apprendre et de toute manière, mon oncle avait demandé ces gélules. Et il n'était pas question de lui désobéir, lieutenant. Je vous remercie, monsieur Spaulding. Pacino prit congé de monsieur Spaulding et, à grandes enjambées, passa devant un alignement de portes. À mi-chemin, il s'arrêta pour lire un nom. Roger Pomeroy. Il frappa à la porte et entra en s'écriant « Roger Pomeroy, comment vas-tu, mon ami? Oh, mais c'est ce vieux Pacino, ça fait une paye, dis donc. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'enquête sur la mort de Randolph Thomson. Oh, raconte, qu'est-il arrivé à monsieur Thomson? Il a vraiment avalé du cyanure? Vois-tu, Roger, je suis à peu près convaincu qu'il a été empoisonné. Quoi? On aurait pu lui faire prendre du cyanure sans qu'il s'en aperçoive? Non. Disons que j'ai encore quelques doutes. Mais toi, Pomeroy, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis employé, ou plutôt j'étais employé, pour faire de la recherche en biochimie. Ah, c'est donc toi qui devais trouver le produit miracle. Mais qui t'a raconté une ânerie pareille, Pacino? Eh bien, ton nouveau patron, monsieur Spaulding. Je t'assure, Pacino, tu es complètement dans l'erreur. Les recherches que je fais sont tout à fait légitimes. Tu sais qu'avec ces gélules fortifiantes, Randolph Thomson était devenu très très riche, si bien qu'un jour, il a eu le sentiment qu'en retour, il devait faire quelque chose pour le bien de l'humanité. Il en avait les moyens, n'est-ce pas? Et il m'a donc engagé pour créer un laboratoire de recherche pour tenter de découvrir un remède contre la sclérose en plaques qui fait tant de victimes. Dis-moi, Roger, à première vue, monsieur Spaulding n'était pas favorable à une telle entreprise, n'est-ce pas? Oh, ça, tu peux le dire, Pacino. Spaulding n'est rien d'autre qu'un affairiste, vois-tu. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire de l'argent le plus vite possible. En fait, ce que le vieux Thomson voulait, c'était que Spaulding lui-même fasse de la recherche, qu'il retourne à l'université pour faire des études supérieures. Mais Spaulding n'a rien voulu savoir. Il ne voyait pas pourquoi il irait perdre son temps et son énergie dans des études dont il n'avait nul besoin pour continuer à ramasser beaucoup d'argent. Dis-moi, Roger, penses-tu que Randolph Thomson était un homme capable de se suicider? Absolument pas, Pacino. Il n'avait aucune raison valable de se supprimer. De sa poche, le lieutenant Pacino sortit un flacon rempli de gélules.
Roger, on a trouvé un flacon identique à celui-ci dans la chambre de M. Thompson. La poudre étant placée dans ces capsules, combien de temps met l'une d'elles pour se dissoudre dans l'estomac? Oh, 10 à 15 minutes, tout au plus, Pacino. Tu ne peux pas dire que que quelqu'un aurait injecté du cyanure dans une gélule et l'aurait placé dans le flacon? Ce serait une curieuse méthode, n'est-ce pas? Une chance sur 100 de toucher le gros lot. Enfin, c'était quand même une idée. De retour à son bureau, Pacino demanda qu'on lui apporte un verre d'eau tiède. Et là, à la surprise générale, il entreprit d'y faire tomber quelques capsules qu'il regarda se dissoudre. Dans les intervalles que lui laissaient ses obligations professionnelles, Pacino continua ce petit jeu tout l'après-midi. Elles mettaient toutes 15 minutes pour se dissoudre et libérer la poudre. Le lendemain, à 11h, il appelait Martin Spaulding. « Monsieur Spaulding, je viens de recevoir le rapport d'autopsie du médecin légiste. J'aimerais en parler un peu avec vous. Voudriez-vous avoir la gentillesse de passer à mon bureau avec votre chimiste, monsieur Roger Pomeroy? À tout de suite. » Une demi-heure plus tard, les deux hommes étaient assis en face de Pacino. Martin Spaulding semblait très impatient. « Alors, lieutenant, qu'a découvert le médecin légiste ?» Tout d'abord, monsieur Spaulding, il ne fait aucun doute que votre oncle soit mort d'un empoisonnement au cyanure. Donc, il s'agit d'un suicide, lieutenant. Désolé de vous contredire, monsieur Spaulding, mais je ne crois plus au suicide. Voyez-vous, le cyanure est une substance extrêmement corrosive. Normalement, elle laisse des traces dans la bouche ou sur les lèvres. Or, le médecin légiste a constaté qu'il n'y avait aucune marque de ce genre chez votre oncle, ni dans l'œsophage, ni dans l'estomac. Le poison n'a été d'aucun effet avant d'arriver dans l'intestin grêle. À mon avis, voyez-vous, la fiole de cyanure a été placée dans la chambre de votre oncle pour brouiller les pistes, pour fournir un bon alibi. Monsieur Thompson meurt d'un empoisonnement au cyanure une demi-heure après le départ de son visiteur. Mais on sait qu'avec ce poison particulier, la mort est instantanée. Cela signifie donc que monsieur Thompson l'a pris une demi-heure après le départ de son visiteur. Cependant, il n'y a aucune trace de brûlure, ni dans l'œsophage, ni dans l'estomac. Et c'est là le problème, voyez-vous. Avant de s'en aller, le visiteur s'est arrangé pour qu'une infirmière apporte à la victime une carafe d'eau, afin que des témoins puissent affirmer que M. Thompson était toujours en vie après son départ. La première chose qui a retenu mon attention, voyez-vous, M. Spaulding, c'est que la victime n'a jamais eu besoin de cette eau. Mais enfin, lieutenant, je vous ai dit que mon oncle me l'avait demandé juste avant que je ne parte. Désolé, M. Spaulding. Mais personne ne pourra jamais prouver que c'est vrai. Supposons que le poison ait été incorporé à l'une de ces gélules. C'était une façon ingénieuse de le faire passer dans la bouche, l'œsophage et même l'estomac avant que la capsule finisse par se dissoudre dans l'intestin, libérant la poudre et provoquant à cet instant précis une mort instantanée. Mais enfin, lieutenant, ces capsules mettent un quart d'heure à fondre. Je ne peux donc en aucun cas être coupable. Oui, monsieur Spaulding. Nous avons là un petit problème mathématique, c'est vrai. Mais peut-être que monsieur Pomeroy, votre biochimiste, pourra m'aider. Monsieur Pomeroy, que font 2 fois 15, s'il vous plaît? Puis-je dire que ça fait 30, lieutenant? Tout à fait exact, monsieur Pomeroy. 30 minutes. J'ai la preuve que le cyanure a été administré 30 minutes avant la mort de la victime, c'est-à-dire juste avant votre départ, cher monsieur Spaulding. J'en ai ici la preuve, fournie par notre médecin légiste, monsieur Spaulding. Et Pacino déposa devant les deux hommes une petite bouteille qui, à première vue, semblait contenir de l'eau. Ceci n'est pas de l'eau, mais du formol, messieurs.
Le formol, cet agent conservateur que vous connaissez tous les deux, bien évidemment. Et cette fine pellicule, que vous pouvez distinguer dans le fond de ce petit flacon, est un spécimen important prélevé à l'intérieur du corps de la victime, plus précisément à l'intérieur de l'intestin grêle. Et les restes que vous voyez dans ce liquide ne proviennent pas d'une seule capsule, mais de 2 capsules. La taille numéro 1 ayant été, avec beaucoup d'ingéniosité, placée à l'intérieur de la taille numéro 2, on a ainsi obtenu une double épaisseur. Il a donc fallu 15 minutes à la pellicule extérieure pour se dissoudre, plus 15 minutes à la pellicule intérieure pour faire de même. Et 2 fois 15 font 30. 30 minutes, monsieur Spaulding. Voilà la preuve que vous avez assassiné votre oncle. Spaulding s'effondra sur le bureau, la tête dans ses mains. Le lieutenant Pacino appuya sur un bouton placé sur son bureau et 2 policiers entrèrent, passèrent les menottes à Spaulding et l'emmenèrent. Pomeroy et Pacino restèrent un long moment silencieux. C'est Pomeroy qui le premier prit la parole. Dis-moi, Pacino, ces spécimens, où les as-tu dénichés? Mais je te l'ai dit, Roger, sur la victime. Non, pas à moi, Pacino. Pas à moi. N'oublie pas, mon cher ami, que je suis biochimiste. Les sucs digestifs continuent de travailler pendant des heures après la mort. Cette capsule aurait été entièrement dissoute, voyons. Il ne serait rien resté. Oui, bien sûr, Roger. Mais ça, Spaulding l'ignorait. Son oncle avait raison. Il aurait dû reprendre ses études. Ça lui aurait évité une erreur capitale. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, 2 x 15 d'Anthony March.